Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Droit de savoir, mais surtout d'être fidèle à votre canal d'information, TLR TV. Le Congo-Brazzaville, comme vous le savez, vit une crise économique et financière, on dirait, la plus sévère de son histoire. Les institutions financières internationales semblent lui avoir tourné le dos. Mais comment le Congo-Brazzaville, ce petit pays d'Afrique centrale, avec à peine 5 millions d'habitants, troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, sans compter le bois, les minerais, mais aussi ses terres arables, en est arrivé à ce marasme économique? Mais surtout, quelles alternatives en attendant le rétablissement des équilibres macroéconomiques? Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Makala Manto, consultant business développement, enseignant en management des organisations. Il est aussi acteur politique. Bonjour Makala. Bonjour Christian Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que tu venais aussi de mettre un livre sur le marché intitulé Osons le développement. Effectivement. De quoi parle ce livre exactement? Osons le développement s'inscrit dans une démarche panafricaine parce que c'est un essai que j'ai rédigé pour inviter nos amis africains de partout, de la diaspora, de l'Afrique, à pouvoir être sensibles aux questions qui minent le continent. Et ces questions, pour la plupart, touchent directement les réalités existentielles sur le continent. Donc, à travers ce livre, j'invite nos frères africains à pouvoir se saisir et s'approprier les questions qui minent le continent. Et tu penses que les pays africains, notamment ceux dont tu fais état, ont les mêmes problèmes? Non, ça je le dis souvent, il y a plusieurs Afriques. Les réalités ne sont pas les mêmes selon les zones du continent. Il y a des réalités qui sont même purement environnementale, dans le sens où certaines sous-régions sont confrontées à certains problèmes qui ne sont pas les mêmes que les autres. C'est-à-dire que les questions, par exemple, du réchauffement climatique dans certaines régions de l'Afrique ne sont pas les mêmes que dans d'autres. Et donc, chaque environnement ou chaque pays, si je peux le dire aussi comme ça, est appelé à pouvoir faire une véritable introspection pour voir quelles sont les problématiques les plus urgentes selon sa condition. Je sais qu'en Afrique, il y a plusieurs défis générationnel, politique, économique, environnemental. Et de quoi parle ton livre exactement? En réalité, dans le livre, j'ai parlé des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, existentielles, mais ces questions sont rapportées à la fin déjà, donc qui est menacée par le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il faut inviter les Africains à adopter une responsabilité écologique et environnementale. Donc, parce que la fin, avec l'explosion démographique qui est en train de venir en Afrique en ce moment, je pense que il faut prévenir effectivement ces questions parce que la meilleure façon pour nous d'amorcer le développement démographique de l'Afrique, c'est de prévenir les questions liées à la faim déjà, parce que l'Afrique sera pleinement secouée par cela. Et puis, derrière, nous avons parlé des questions liées au développement. Le développement, c'est-à-dire que le développement économique, le développement environnemental, le développement du quotidien des Africains. Et pour ça, nous avons ressorti certains éléments, notamment la démocratie, le leadership, la contribution des diasporas, donc qu'il faut mettre en musique pour pouvoir aller vers le développement du continent. Venons à l'économie. Je disais tout à l'heure, le Congo-Brazzaville est frappé d'une crise économique et financière, mais vraiment sévère. Et j'ai d'ailleurs rappelé que même les institutions financières internationales semblent lui tourner le dos. Donc plus une seule institution n'a confiance au Congo-Brazzaville. Brazzaville se justifie disant que la crise est due à la chute du prix de baril de pétrole. Pensez-vous que la seule chute du prix du baril de pétrole soit à l'origine de la crise que vit le Congo aujourd'hui? Je dirais sans hésiter oui, que la chute du baril du pétrole est la cause majeure de la crise que le Congo traverse aujourd'hui, parce que le Congo a une structure économique particulière. Le Congo est adossé à plus de 70% aux recettes pétrolières. Ça veut dire que si le pétrole, qui est le plus grand pourvoyeur de revenus à l'État, prend un coup, naturellement, le Congo se retrouve dans une situation financière difficile. Et à cela s'ajoute le fait que le secteur hors pétrole n'est pas suffisamment développé. Et si le secteur hors pétrole n'est pas suffisamment développé, il ne peut pas venir en renfort
à la difficulté que connaît le secteur pétrolier. Donc, sans pourtant avoir à faire un calcul particulier, effectivement, la chute du baril du pétrole est la raison majeure de la crise que traverse le Congo aujourd'hui. Après, il faut se poser la question, est-ce que c'est convenable, est-ce que c'est responsable que la chute du baril ou que le pétrole, que l'État tout entier soit adossé seulement sur les revenus pétroliers? Pourtant, nous savons également que le Congo a engrangé beaucoup d'argent, a connu une embellie financière entre 2000 et 2014. On a même parlé des excédents budgétaires. Comment se fait-il que 2 ans après… Naturellement, si le Congo a connu un embellie financier, ce n'est pas parce que le Congo avait réussi à diversifier son économie. Le Congo a connu un embellie financier parce que le prix du baril du pétrole avait franchi les seuils de 140 $, au-delà des prévisions habituelles. Et naturellement, dans ces conditions, les revenus étaient au-delà des prévisions. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait eu un effort économique spécifique que le Congo a connu cette embellie financière. Cette embellie financière est véritablement, je dirais même, la grâce d'avoir vu le prix du baril du pétrole baisser. Et aujourd'hui, comme le prix du baril a chuté, naturellement, les revenus ne sont plus les mêmes. C'est pourquoi, quand nous avons connu cette embellie financière, il était important d'adopter une attitude responsable en matière de planification. Comme on dit, pendant qu'on a des jours meilleurs, il faut planifier les jours de disette. Ça veut dire qu'il fallait mettre en place des programmes économiques, il fallait mettre en place des projets qui puissent favoriser la diversification de l'économie. Parce que la diversification ne doit pas rester un concept vide de sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas répéter qu'on va diversifier l'économie, mais il faut poser des actes spécifiques qui amènent l'économie à se diversifier, en encourageant par exemple l'investissement, en mettant en place des programmes attractifs, en mettant en place des fonds pour accompagner des pépinières ou des fonds de garantie pour promouvoir l'investissement dans certains secteurs. Administrer, c'est prévoir, évidemment. Oui. Le gouvernement congolais a commencé, je crois, à constituer un fonds qu'on appelait le Fonds garantie des générations futures. On parle de 14 000 milliards. Cet argent pouvait servir entre-temps, pendant que nous traversons la crise, en attendant de trouver des solutions. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'arrive à justifier où sont passés les 14 000 milliards. Effectivement, personne n'arrive à justifier où sont passés les 14 000 milliards. Je pense que l'État doit, en toute responsabilité, pouvoir mener les investigations nécessaires pour savoir où est parti cet argent. Je pense que des esquisses de réponse ont été données par le gouvernement, notamment le Premier ministre. Nous n'allons pas faire preuve de mauvaise foi en contestant ou en mettant en doute leurs paroles. L'État est une personne morale conduite par des individus. Je suppose que cet argent a forcément laissé des traces et que ces traces sont retrouvables. Après, il appartient à notre gouvernement de faire preuve de clarté dans certaines choses. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient capables de rentrer en possession des informations qui retracent l'utilisation de cet argent. Après, je pense qu'il faut plutôt s'intéresser à la pertinence des choix qui ont été faits dans ces dépenses. Si les choix qui ont été faits dans ces dépenses étaient pertinents ou sont pertinents, nous devons pouvoir voir les retombées aujourd'hui sur notre structure économique. Mais je peux vous dire déjà que depuis 2019, le Congo connaît c'est vrai, une sorte d'embellie. Mais je peux vous dire que la croissance ne dépasse pas 1,9%. Donc ça veut dire que cette faible croissance est un témoignage véritable de la difficulté économique à laquelle notre pays est confronté. La question qui revient, tout à l'heure vous avez dit, c'est la chute du baril qui en fait est en grande partie responsable de la crise que nous vivons. Mais nous savons… C'est vrai que c'est la chute du baril, mais on ne peut pas se contenter de cette réponse parce que c'est irresponsable de se contenter de dire que c'est la chute du baril. Pourquoi n'avons-nous pas planifié ou prévu des issues de substitution à la dépendance pétrole? C'est là la vraie question. Évidemment, la question aussi qui s'impose, c'est de savoir qu'a-t-on fait avec tout cet argent du pétrole lorsqu'on sait que la plupart des infrastructures construites l'ont été faites avec des prêts chinois? Ce n'est plus un secret. À quoi a servi l'argent? Je n'ai pas les documents nécessaires pour affirmer que ça a été fait par des prêts chinois, mais je dirais plutôt que quand on dirige un État, on fait des choix. On a un programme, on fait des choix. L'État congolais a mis en place un plan national de développement, et ce plan national de développement est comme une ligne directrice de l'action que ce gouvernement veut mener
pour développer le pays ou pour déployer sa politique. Après, il nous appartient d'apprécier la pertinence de ce plan national de développement. Est-ce que les choix qui ont été faits ont été pertinents? Parce que ces choix sont financés par les deniers publics, par les fonds publics. Et en fonction de la pertinence de ces choix, nous allons voir les retombées dans le développement de notre pays. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons fait telle action, telle action, telle action. Ce n'est pas le nombre d'actions qui compte, mais c'est plutôt la pertinence de ces actions, parce que la pertinence de ces actions se répercutera directement sur la structure économique de notre pays. Et c'est la question que je me posais lorsque tu parles des choix certainement qui ont été mal faits ou des priorités qui ont été un peu dirigées ailleurs. Oui. Mais ces priorités-là, on a utilisé quel argent? En fait, il faut qu'on réponde quand même à cette question. Aujourd'hui, on nous dit que la Chine est le plus grand pourvoyeur, en fait. Oui. Et le Congo, dans sa dette, la plus grande dette, c'est auprès de la Chine. Je vais vous dire une chose. Je pense qu'il y a une certaine opacité dans certains contrats que l'État a engagés. Après, c'est peut-être pas assez culturel chez nous de pouvoir faire preuve de transparence ou de mettre à la disposition des compatriotes toutes les informations sur les engagements de l'État. Les contrats chinois, je suppose qu'il y en a plusieurs, parce qu'il n'y a pas que la construction dans laquelle la Chine évolue chez nous. Les contrats chinois ont certainement été développés avec des charges qui sont connus par ces dirigeants, certainement, parce qu'ils ont engagé l'État dans ces contrats. Mais nous n'avons pas forcément connaissance. Et le problème ne se situe plus au niveau des Chinois. Le problème, c'est que les Chinois, en tant que fournisseurs, exécutent la commande qui leur a été faite. Alors, il faut se poser des questions sur la commande faite. Quelle était la pertinence ou l'intérêt de la commande qui a été faite, ou des commandes qui ont été faites? Nous nous retrouvons avec une dette qualifiée d'ailleurs d'insoutenable, une très lourde dette. J'ai posé tout à l'heure la question de savoir où est donc passé l'argent du pétrole, mais aussi on peut se poser la question de l'argent du bois. Nous avons d'autres structures économiques qui génèrent de l'argent. Tout cet argent est passé où pour une population de 5 millions d'habitants? Le secteur hors pétrole ne représente que 5,5% du PIB au Congo. Et les 5% du PIB au Congo représentent combien en termes de chiffres? Bon, après, les chiffres ne sont pas fixes chaque année. Les chiffres ne sont pas fixes chaque année. Il faut regarder le PIB et puis se dire que représente 5% les chiffres. Les chiffres ne sont pas fixes. Mais de mémoire, jusqu'à l'année passée, le secteur hors pétrole représentait 5,5%. Et c'est alarmant, parce qu'on ne peut pas reposer le produit intérieur brut d'un pays sur une entrée qui ne dépend pas de nous, parce que le prix du baril est fixé ailleurs, le marché international n'est pas assujetti à la réalité congolaise. Ça veut dire que c'est risqué. C'est une navigation à vue et qui est risquée. Parce que nous sommes en train d'engager l'État, nous sommes en train d'engager le pays dans une direction qui ne dépend pas de nous. Alors que diriger, c'est prévoir. Donc, ça veut dire qu'il faut que nos dirigeants apprennent à développer des vraies politiques de planification qui orientent les revenus de l'État vers autre chose que le pétrole. Ça doit être l'objectif majeur du problème économique congolais. Que dites-vous de ceux qui pensent que la crise actuelle est due à la malgouvernance? Oui, la malgouvernance, certes, mais c'est directement lié. La malgouvernance fait à ce que le Congo reste dans une situation où il dépend à plus de 70% du pétrole. Est-ce qu'on a quelques chiffres sur l'argent engrangé par le Congo depuis 2000, dans l'année 2000, de 2000 à 2014? Je vous ai parlé tout à l'heure de l'opacité dans l'accès à certaines informations. Après, je pense que oui, nous avons la Banque mondiale, par exemple, le FMI. Ce sont des organismes internationaux qui communiquent suffisamment sur les données pays. On peut regarder et puis voir les différentes courbes financières sur ce que le Congo a pu brasser. C'est ce qui justifierait aujourd'hui que ces institutions financières ne fassent plus confiance au Congo. Le manque de transparence, bien entendu. Oui, il y a le manque de transparence, effectivement. Vous avez suivi que récemment, avec le FMI, le Congo avait caché une partie de sa dette et qu'après, le FMI est venu découvrir des nouveaux créanciers. Donc, il y a tout ça. La confiance, en matière financière, la confiance se gagne en fonction de la responsabilité dont fait preuve le demandeur de crédit. Et aujourd'hui, si le Congo est un pays responsable dans sa méthode, dans sa démarche, je pense que les institutions n'auront aucune difficulté à nous accompagner. Et pourquoi donc le Congo cacherait-il ses dettes ou ses dossiers alors qu'il a besoin d'aide? Je ne veux pas rentrer dans un procès d'intention, mais certainement ceux qui l'ont fait le savent. Et puis, vous convenez avec moi
que cette affaire est passée, on peut dire, dans les oubliettes, sans qu'il n'y ait de procès, sans qu'il n'y ait d'informations sur les motivations de ceux qui ont eu à le faire. On n'a pas appris que ces personnes ont été sanctionnées ou que ces personnes ont été poursuivies, je voulais dire. Bien, maintenant que le Congo a avec lui une dette aussi lourde, comme nous l'avons déjà rappelé, et nous savons également que la plupart des ressources du Congo ont été bradées sur 20 ans. Comment vous le savez? Le bois. Nous le savons. Et maintenant que nous sommes en pleine crise, oui, quelle solution, quelle alternative pour tenter d'assouplir la souffrance des Congolais? Bon, moi, je pense que le Congo a de grandes opportunités. Il y a des choses à faire au Congo. Avec peu, on peut faire certaines choses. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un créneau que le Congo doit saisir ou auquel il faut s'intéresser, c'est le tertiaire, par exemple. Il y a des choses à faire dans le tertiaire. L'industrie des services, les services aux entreprises, il y a des choses à faire. Et il faut promouvoir les projets dans ce sens. Il faut promouvoir des projets générateurs de revenus. Il faut déjà commencer par les identifier en fonction de leur pertinence et en fonction du marché. Aujourd'hui, par exemple, pour nous, le marché, c'est la sous-région. Il faut promouvoir des projets dans ce sens. Au-delà de ça, il faut intéresser les capitaux étrangers. Parce que nous n'avons pas d'argent, il faut appeler les gens qui ont de l'argent pour venir investir. Donc, là, je parle des capitaux étrangers. Et ces capitaux étrangers, pour les intéresser, il faut mettre en place des politiques attractives, des programmes attractifs pour pouvoir leur permettre de venir s'installer. Et à cela, il faut accompagner des objets d'attraction assez simples, comme la main-d'œuvre, par exemple. Aujourd'hui, de plus en plus, avec la mondialisation, les entreprises se délocalisent parce qu'on veut minimiser au maximum les coûts de production à travers une main-d'œuvre de qualité à prix intéressant. Donc, ça veut dire qu'on peut miser sur la main-d'œuvre congolaise aussi pour pouvoir intéresser les entreprises. Et ça va même d'ailleurs régler une grande partie du chômage parce que l'industrialisation fait partie des voies les plus efficaces pour embaucher. Je pense que c'est un problème d'argent qui se pose au Congo. Un problème d'argent, je ne sais pas s'il faut le voir en ce terme, mais je pense que c'est un problème de choix. Je vous ai donné un exemple simple. Le Congo connaît une dépendance à 70% des revenus pétroliers. Pourquoi rien n'est fait pour que ça change? Donc, il y a une question de volonté politique, permettez-moi de le dire, et il y a une question de choix à faire. Il faut faire des choix qui changent la donne. Il faut faire des choix qui permettent à ce que l'économie congolaise change de structure. Quelle est la structure économique congolaise aujourd'hui? C'est ce que je vous dis, 70% pétrole. Tout en sachant même que le secteur pétrolier est un secteur à fort revenu, mais c'est un secteur qui ne recrute pas beaucoup. C'est un secteur qui ne recrute pas beaucoup. Nous savons également que le climat des affaires au Congo, il est vraiment morose, puisque dans le classement Doing Business, le Congo se place 180e pays sur 180 10. Alors, quelle stratégie pour générer des entreprises dans un environnement comme celui-ci qui effraie les investisseurs? D'accord. Déjà, moi, je pense qu'il faut avoir une vision claire de ce que nous voulons faire. Et la vision claire, c'est de savoir quel est le modèle économique que nous voulons pour notre pays. Il faut identifier un modèle économique. En fonction du modèle économique que nous choisissons pour notre pays, nous allons mettre en place un ensemble de programmes qui vont dans le sens de ce modèle économique. Et dans ces programmes, il y a des secteurs, effectivement, que nous allons promouvoir. Et aujourd'hui, vous dites quelle est la meilleure façon de Sinon, quel modèle faut-il pour… Après, les modèles varient selon la vision politique. Selon la vision politique. Les socialistes n'auront pas forcément le même modèle que les républicains. Ou selon qu'on soit de gauche ou de droite ou du centre, on n'a pas forcément la même sensibilité en termes de développement de politique publique ou en termes de développement de modèle économique. Et aujourd'hui, je pense que le pouvoir en place, qui est un pouvoir socialiste, a certainement un modèle conforme à sa vision, que je ne connais d'ailleurs pas, parce qu'ils ne communiquent pas assez sur le modèle économique qu'ils ont choisi pour le Congo. Donc, vous pensez que le système politique tel qu'il est aujourd'hui là, installé au Congo-Brazzaville, il peut favoriser le monde des affaires? Ça dépend de ce qu'ils ambitionnent. Je pense que le bilan du régime en place, il est suffisamment parlant. Et ce bilan nous permet de savoir quelles sont les ambitions de ce régime. Il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui se font aussi, ça on ne peut pas le nier, il y a beaucoup de choses qui se font, mais il faut faire… Qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se fait? Ce qui se dit, ce sont les promesses politiques, les promesses électorales. Ce qui se fait, c'est ce qu'ils essaient de dérouler. On a vu qu'ils ont déroulé la municipalisation accélérée, là ils viennent d'inaugurer le FIGA. Après, il faut apprécier la pertinence de ce qu'ils développent. Est-ce qu'il est pertinent pour nous
d'aller dans un programme de municipalisation accéléré tel qu'ils l'ont conçu et tel qu'ils le déroulent. C'est là qu'il faut apprécier. Et la pertinence s'apprécie sur quoi? Sur les résultats, sur le bilan. Quel est l'apport des programmes qu'ils ont mis en place? Je vais vous donner un exemple. J'ai eu avec beaucoup de compatriotes une discussion sur la construction de la route Brazzaville-Pointe-Noire. Pour nombre de ces compatriotes, cette route est une réussite totale, un choix important pour notre économie, tout ce qui se dit. Mais moi, je ne partage pas cet avis, par exemple. Je ne pense pas qu'il était opportun plutôt pour nous de faire ce choix. Nous avons investi plus de 1000 milliards dans une route, alors que nous avons des vrais problèmes économiques. Alors moi, je pose une question simple. Quelle est l'incidence de la route sur l'économie du Congo à ce jour? C'est vrai qu'on va dire que oui, il y a des entreprises de transport qui ont été créées, le prix du ciment a baissé, tout ce qu'on dit, OK, mais cela doit s'apprécier sur des données mesurables et vérifiables. Depuis que la route a été créée, quelle a été son incidence sur la structure économique du Congo ou sur les revenus du Congo? Est-ce que la route a favorisé que le Congo dépende moins du pétrole? Est-ce que grâce à cette route, les Congolais, le PIB du Congo a changé de structure? Alors que pour moi, ces 1000 milliards, on les aurait investis pour promouvoir certains secteurs d'activité qui aujourd'hui auraient pu se développer et devenir des véritables appuis dans l'économie congolaise, de manière à ce que la dépendance de pétrole ne baisse peut-être pas totalement, mais de 70% serait peut-être passé à 60% ou à 50%, parce qu'il y aurait d'autres secteurs d'activité en développement, en croissance. On parle quand même de 1000 milliards. Donc je répète encore, pour moi, le choix de construire cette route à cette période, cette route est importante, mais elle n'était pas opportune. Et on revient finalement sur la malgouvernance parce que on construit les infrastructures, évidemment. Je vais finir. À ce moment, c'est pas une malgouvernance, mais c'est… Oui, je vais finir parce qu'après, la question à se poser, c'est qu'après, lorsqu'on construit ces infrastructures, elles créent quoi comme emploi? Ça a quelle valeur? La plus-value? Oui, c'est ce que je dis. Le problème, c'est celui-là. Ce n'est pas que des emplois, parce que je pense que dans la construction, il y a eu des emplois temporaires, c'est vrai. Il n'y a pas que des emplois. Mais je parle plutôt de l'incidence d'investir autant d'argent public dans une route. Quel est l'intérêt? Au moment où nous avons des problèmes sérieux de dépendance au pétrole, quel est l'intérêt d'investir 1000 milliards pour construire une route alors que cette route n'a pas d'incidence véritable? Quelle est la situation post-construction de cette route sur l'économie congolaise? Oui, mais le vrai problème, en fait, on revient donc sur un autre aspect qui gangrène l'économie congolaise. Donc, comme je le disais au départ, ce n'est pas forcément la baisse du prix du baril de pétrole. Il y a aussi la corruption. Lorsque vous parlez de 1000 milliards dépensés pour cette route, reste à savoir si réellement on a dépensé 1000 milliards. Non. Après, parce que nous savons que, et ça, ce n'est plus un secret, oui. Tout le monde sait qu'au Congo, il y a ce phénomène de surfacturation. D'accord. Ça devient un problème de gouvernance, effectivement. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que là, ce n'était pas encore la gouvernance, c'était d'abord la pertinence du choix. La surfacturation, donc la corruption, là, ça devient une question de gouvernance. Mais comme je n'ai pas d'éléments probants pour pouvoir affirmer qu'il y a eu surfacturation sur cette route, mais je me contente déjà de parler des fonds publics qui ont été engagés pour construire cette route. Nous avons engagé plus de 1000 milliards pour construire une route pendant que nous avons des sérieux problèmes économiques. Nous avons un problème de diversification économique, nous avons un problème de tension de trésorerie, nous avons eu des problèmes sérieux pendant que nous avons investi pour construire cette route. D'où je dis, est-ce qu'il était pertinent ou opportun de construire cette route à ce moment-là, alors qu'on aurait pu faire autre chose qui aurait généré de l'argent? Que j'ai bien envie de savoir d'où vous tenez, par exemple, le chiffre de 1000 milliards. C'est ce que le gouvernement a dit et on n'a pas cherché à savoir si réellement… à communiquer dessus. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un vrai problème d'opacité. Mais ce que ce gouvernement communique, on se contente de ce que ce gouvernement communique. Ils ont communiqué dessus, ils ont dit que ça coûtait plus de 1000 milliards. Donc nous nous contentons des informations qu'ils nous ont données. Alors, pensez-vous que le système éducatif, on va aller donc un peu plus vite parce que le temps qui nous est imparti touche pratiquement à sa fin. On avait bien des questions sur l'emploi et le social. Oui. Alors, sur l'emploi, je venais là d'entamer la première question, mais parlons d'abord, est-ce que vous avez une idée sur le taux de chômage au Congo, les jeunes qui ont de l'emploi? Apparemment, ces éléments-là n'existent pas. Bon, je ne sais pas que ces éléments n'existent pas. Tout à l'heure, je viens de parler d'opacité dans l'accès à l'information. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui
qui sont cachées, mais il y a des informations qu'on peut aussi trouver au ministère du Plan ou à la direction de la statistique. Il y a certaines informations qu'on peut trouver ou même dans les ministères de tutelle. Aujourd'hui, le chômage congolais, il n'y a pas eu de communication officielle sur le gouvernement en place, mais certains médias d'investigation ont essayé de donner des informations sur le chômage. J'ai lu récemment dans un média assez sérieux que le chômage au Congo tournerait autour de 63%. Vous êtes en train de donner les chiffres que vous avez à disposition d'ailleurs, et pourtant ça, vous croyez, à la première vue, vous croyez à ces chiffres. Mais sauf qu'après, on ne se pose pas les vraies questions du genre, comment un gouvernement peut-il opter pour l'opacité à tous les niveaux, même les informations qui devaient être rendues publiques pour tout le monde. C'est un choix du gouvernement, c'est un choix. Peut-être que c'est une méthode de gestion de gouvernance, mais c'est un choix du gouvernement d'être opaque sur certaines informations. Et l'opacité, donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que finalement le pétrole est la cause de la crise que nous vivons aujourd'hui, surtout que vous l'avez soutenu. Vous avez même dit que c'est la plus grande cause, alors qu'on est en train de se rendre compte, pendant qu'on évolue, qu'il y a bien d'autres choses. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que c'est la plus grande cause. Je n'ai pas dit que c'était la seule cause. C'est la plus grande cause parce que je pose un schéma le plus simplement possible. Vous savez, on ne va pas rentrer dans des concepts compliqués qui auront du mal à être compris par ceux qui nous suivent. Il faut poser le problème le plus simplement possible pour que les gens comprennent la logique. Parce que si aujourd'hui on se mettait à examiner la récession que notre pays a connue sur les années antérieures, ça sera assez compliqué. Parce que là, on sera purement dans un débat économique. Mais je ne sais pas si c'est le but, parce que ceux qui nous suivent, je ne crois pas que ce soit forcément des personnes chevronnées en économie. On peut se mettre à apprécier la balance commerciale congolaise qui a été très déficitaire pendant un moment. Mais comme je dis, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de poser le problème simplement. Et si je pose le problème simplement, je vais parler d'une personne qui a un revenu. C'est-à-dire que vous êtes un père de famille, par exemple, et vous êtes un père de famille, vous vendez 3 produits. Vous vendez du lait, vous vendez du pain, par exemple. Oui, vous vendez du lait, vous vendez du pain et vous vendez des arachides, par exemple. Chaque mois, le lait vous ramène 800 francs. Les arachides vous ramènent 100 francs et le pain vous ramène 100 francs. Donc, ça veut dire que vous avez des revenus de 1000 francs par mois, sachant que le lait vous ramène 800 francs chaque mois. Pendant que ça tourne comme ça et que vous êtes content, à un moment, il faut se dire comment je peux faire pour optimiser la vente du pain et des arachides. Parce que le lait, c'est vrai que les gens consomment, mais qui sait si un jour, la consommation du lait va baisser ou même simplement que la concurrence fera à ce que je ne vende plus 800 francs. C'est ça prévoir quand on dirige. Déjà, à l'échelle de sa propre maison, on est obligé de faire des prévisions pour pouvoir prévenir les surprises désagréables. Mais à plus forte raison, à l'échelle d'un État. Diriger un État, c'est quand même quelque chose de sérieux. On ne peut pas... C'est pourquoi je m'offusque beaucoup dans le contentement dont nos compatriotes font part. Nos compatriotes ont un esprit de contentement tel qu'aujourd'hui, ils ne sont plus exigeants avec la gestion de la chose publique. Ils ne sont plus exigeants avec le rendement. Ils sont plus exigeants. C'est-à-dire que quand on a fait quelque chose, ils pensent qu'il suffit d'avoir fait quelque chose et puis ça va. Mais quelle est la pertinence de la chose qui a été faite? Si nous ne sommes pas exigeants avec nos dirigeants, nous n'allons pas les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que nous nous contentons. Et donc, dans ce cas, le cas du Congo, c'est comme je vous dis là. J'ai 800 francs, j'ai 100 francs, 100 francs. Qu'est-ce qui se passe? Un beau jour, il y a un problème. Les gens n'achètent plus le lait au même prix, la vente du lait baisse. Et de 800 francs, vous touchez désormais 300 francs avec le lait. Mais vous avez quand même perdu 500 francs. Et vous passez votre temps à crier sous tous les toits que je n'ai plus d'argent, le lait, je ne vends que 300, alors qu'à une époque où je vendais 800 francs de lait. Mais à qui la faute? C'est cette faute-là on est en train de rechercher. Voilà pourquoi on a dit que la gouvernance, la malgouvernance est la plus grande cause de la crise que nous vivons aujourd'hui. Mais nous savons tout à qui la faute. Je ne cesserai de leur... pas planifié ou à ceux qui n'ont pas planifié d'optimiser les autres revenus. Non, le problème, ce n'est pas seulement la planification, mais il y a eu aussi beaucoup de détournements. Et ça, les informations existent. Oui, c'est vrai. Tous les jours, nous avons des scandales. Il est de notoriété publique que le Congo a un problème de gouvernance, de corruption. C'est connu. Ça, c'est connu. On n'a pas besoin de faire des redites. Donc, on peut pas non plus passer pieds joints comme ça.
Non, Parce pas que le vrai sortir mal, les il est à ce niveau en joints. On va faire réalité. des joints. C'est tout simplement que c'est tellement connu et tellement évident qu'il n'y a vraiment pas trop d'intérêt de revenir sur ça. Mais c'est connu. C'est connu Mais que je le pensais que gouvernement. le plus grand intérêt portait sur cela parce qu'il y a quand même des grosses sommes qui ont été détournées. Oui. Vous imaginez, aujourd'hui, il y a des ministres qui détiennent dans leur compte privé près de 5 000 milliards de Bon, francs CFA. j'ai Et ça a pas. été démontré, les éléments existent. D'accord. Vous J'ai pas imaginez? d'informations sur ça, mais ce que je veux dire, détournement s'il y a, il Oui, faut mettre en place des mesures répressives. Mais déjà, avec ce que nous avons qui n'a pas été détourné, nous pouvons faire des choses. Il faut déjà commencer par ça. Qu'est-ce ce que qui n'a nous pas avons été détourné se trouve où exactement? Aujourd'hui, on nous dit que le Congo n'a plus d'argent. le Qu'est-ce qui n'a Congo, pas été détourné? quand on dit que le Congo n'a plus d'argent, c'est simplement pour dire que le pays connaît des tensions de trésorerie, mais le pays a encore de l'argent. Nous avons des revenus fiscaux, par exemple. La fiscalité qui est, je pense, le deuxième levier de revenus du pays. Il y a des choses à faire dans la fiscalité. Il faut déjà commencer, par exemple, par élargir l'assiette fiscale. Pourquoi nous n'élargissons pas l'assiette fiscale? Aujourd'hui, il y a d'importantes niches fiscales au Congo. Parmi ces niches fiscales, il y a le secteur informel qu'il faut formaliser. Formaliser le secteur informel en mettant en place des politiques attractives pour que l'informel puisse se formaliser. Et quand l'informel va se formaliser, on pourrait élargir l'assiette fiscale. Déjà, par exemple, c'est un exemple. Marc-Alain, quelqu'un me disait, on ne règle pas les problèmes, c'est-à-dire on ne trouve pas des solutions aux problèmes avec ceux qui les ont causés. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, oui, c'est vrai. Beaucoup de gens le disent, qu'on ne trouve pas les problèmes avec Des solutions aux problèmes avec ceux qui avec les ont causés. ceux qui ont créé des problèmes. Mais moi, je pense qu'à ce moment, il appartient à notre peuple de prendre ses responsabilités. Il appartient à C'est-à-dire, notre peuple de prendre ses responsabilités. Notre peuple vit une situation, notre peuple vit dans certaines conditions, notre peuple est confronté à certaines réalités. Il faut que le peuple décide ou choisisse ce qu'il pense être le mieux pour lui. En ce moment, nous sommes en train de développer un projet de société qui s'appelle Nouveaux Horizons. projet de Donc, société parce que vous êtes parce que nous voulons candidat? faire une offre politique aux Congolais, parce que nous voulons intéresser nos compatriotes à notre pays. Nous voulons amener nos compatriotes à s'intéresser à leurs conditions existentielles. Nous voulons amener nos compatriotes à s'intéresser au développement de Oui, leur sous quel label? Je veux comprendre un peu lorsque vous dites que vous voulez amener vos compatriotes, sous quel label comme ça? Une à association? travers une discussion citoyenne, tout simplement. Une discussion citoyenne. Un échange citoyen. Et puis, bon, je vais vous le dire aussi, un échange citoyen certes, mais avec certains compatriotes, nous avons échangé. Nous sommes en phase de créer un nouveau parti politique. Un parti politique pour gouverner ou bien pour accompagner comme on le voit sur le terrain? Ça dépend de ce que vous entendez par accompagner et gouverner. Gouverner est une ambition. Cette ambition, il faut la saisir selon les opportunités qui sortent. Et accompagner, je ne sais pas ce que vous entendez par accompagner, mais Ben, je vais m'expliquer si tu veux bien, parce qu'il y a des partis, de toute façon depuis le mois dernier, hein, on les a entendus là, et oui. la chanson continue. Nous en appelons à la candidature de X alors qu'il est d'un autre parti. Donc les partis qui viennent soutenir, en fait, qui en appellent à la candidature d'un Nous n'avons autre. pas cette vocation. Non, nous n'avons pas cette vocation. Pourquoi nous n'avons pas cette vocation? Il y a beaucoup de points de vue que nous avons en divergence avec le régime en place. Ce qui suppose que, ne serait-ce que dans la vision, dans la philosophie et dans les approches de développement pour notre pays, nous avons des divergences. Et sur la base de ces divergences, il est difficile que nous puissions appeler à la candidature des personnes de ce régime. Par ailleurs, il y a des questions d'intérêt public. Ces questions d'intérêt public peuvent nécessiter une certaine expertise. À ce moment, nous sommes ouverts à être des forces de proposition pour travailler ensemble sur le règlement de ces questions. Parce que dans tous les cas, le but d'une action politique doit être républicain. Et donc, dans ce but républicain, à un moment, il est possible de composer avec toutes les intelligences pour pouvoir répondre aux questions républicaines. Je donne un exemple simple, le chômage sévit au Congo. S'ils n'ont pas des réponses au chômage et que nous apportons des questions pertinentes, je vais vous donner un exemple simple. Dans notre offre, la question du chômage, nous abordons d'abord sur la qualification. En fait, c'est quoi? C'est quoi vous appelez par le chômage? Le profil, c'est quoi exactement au Congo? Parce qu'ailleurs, un chômeur, c'est celui qui a d'avoir exercé et qui a perdu son emploi. Quel profil donnez-vous au chômage au Congo? Au Congo, je ne pense pas qu'on va transposer le chômage comme ça, mais le chômage, nous allons l'aborder sous la forme de l'inactivité professionnelle. Maintenant, dans cette inactivité professionnelle, il y a deux profils aussi. Il y a le profil de celui qui a une qualification qui n'exerce pas et il y a le profil de celui qui est sans qualification.
Oui. La question Donc, vous disiez, d'où ce que vous avez dit, celui qui a déjà travaillé et celui qui n'a jamais travaillé. lesquels sont les plus nombreux au Congo? Les plus nombreux, c'est ceux qui n'ont jamais travaillé, évidemment. Les plus nombreux, c'est ceux qui n'ont jamais travaillé. N'oubliez pas que le développement démographique congolais est assez intéressant aussi. C'est une indiscrétion parce que là, vous avez abordé quelque chose qui a attiré mon attention. C'est quoi déjà? Laissez-moi terminer juste. Sur la question du chômage, nous l'abordons d'abord sur la question de la formation qualifiante. Nous prévoyons former 1 million de Congolais à un métier. 1 million de Congolais à un métier. À un métier, oui. Que ce soit dans la reconversion, que ce soit dans un projet d'accès à un premier emploi, hein, ou à une première embauche, que ce soit dans la reconversion professionnelle, nous pensons qu'il faut urgemment former 1 million de Congolais. En faisant quoi exactement? En leur donnant accès de manière facile et rapide à des formations sanctionnées par un diplôme d'aptitude. Jusque-là, c'est un peu dans le cadre général, je ne comprends rien du tout. Est-ce qu'on peut être beaucoup plus explicite? Les formations, ça existe au Congo tout le temps, on a parlé de la formation. Si nous avons l'opportunité demain de pouvoir diriger le pays ou de pouvoir contribuer, accompagner l'État dans un programme de réduction du chômage, nous avons un programme des politiques qui propose de pouvoir former en urgence 1 million de Congolais. Former en urgence 1 million de Congolais consistera déjà à mettre 1 million de personnes sur le marché de l'emploi de manière ponctuelle. Ça veut dire que c'est des personnes qui pourront être mobilisées. Et ces 1 million de Congolais, nous pourrons les former en 2 ans. Les former où et comment? En fait, c'est ça ma question. En créant des structures de formation au Congo, en développant des partenariats, en développant des programmes de partage d'expérience et de qualification. Et vous dites, si vous étiez donné la possibilité. Et cela, nous pouvons le faire en prévision à notre modèle économique. C'est-à-dire que en fonction des secteurs d'activité que nous pensons être porteurs pour le Congo, nous allons mettre en place des programmes de formation pour que la main-d'œuvre congolaise soit disponible pour pouvoir. Je vous ai entendu dire, si vous étiez donné la possibilité de diriger le Congo. Oui. C'est quoi l'idée derrière? Est-ce qu'on peut être explicite? Vous êtes en phase d'être. Vous êtes en phase d'être candidat à la présidentielle ou bien il y a une alternative pour arriver au pouvoir au Congo? Si nous créons un parti politique, ça veut dire que nous allons livrer des batailles politiques. Et parmi ces batailles politiques, forcément, il y a la conquête du pouvoir. Dans quelle période comme ça? Immédiate? Je ne sais pas. C'est une question que je pose, je veux savoir. Vous entendez par une période immédiate, mais je veux vous dire le plus sincèrement, en ce moment, nous n'avons pas pris de décision. En ce moment, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle de mars 2021, mais il n'est pas exclu qu'en fonction des réflexions que nous sommes en train de mener et des réponses que nous allons donner aux sollicitations que nous avons par certains compatriotes, parce qu'aujourd'hui, nous développons beaucoup des activités dans des think tanks, c'est-à-dire que nous discutons sur certaines problématiques congolaises avec des compatriotes, parfois ou souvent même apolitiques, mais qui ont un intérêt particulier de mettre à profit leurs aptitudes, leurs compétences pour le développement du pays. Et donc, toutes ces questions, quand nous les abordons, nous travaillons, nous avons parfois des sollicitations. Et nous en avons d'ailleurs beaucoup. Et la sollicitation de déposer votre candidature, d'être candidat à la présidence. La sollicitation de mener un nouveau projet pour le oui, d'accord. Et comme quoi, ce n'est pas exclu que vous soyez aussi candidat à l'élection prochaine. Ce n'est pas exclu. C'est-à-dire, on crée un parti, à l'instant même, on se positionne. Je vous répète. Oui. Si nous créons un parti, ce n'est pas pour se lancer directement dans la bataille. Nous créons un parti parce que nous voulons nous donner un levier conforme pour pouvoir mener les différentes actions politiques que nous souhaitons mener, notamment la promotion de notre idéal pour le Congo. Dans ce sens, Marc-Alain, oui, allez-y. Je vais être clair. Dans ce sens, oui. La création du parti et donc notre façon de formaliser notre ambition politique. Parallèlement, le Congo, cette année, devra faire le choix d'un nouveau président de la République. Et je le répète, il ne s'agit pas que du choix d'un président de la République, parce que les Congolais devront choisir la destinée qu'ils souhaitent donner à leur pays. Et la destinée qu'ils souhaitent donner à leur pays, c'est en fonction de la pertinence des programmes ou des projets qui leur seront proposés. Marc-Alain, j'ai une dernière question à vous poser. Êtes-vous candidat pour mars 2021 ou non? À ce jour, je n'ai pas fait acte de candidature. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que nous avions donc sur notre plateau Marc-Alain Manteau, consultant
en business développement, enseignant en management des organisations, mais aussi acteur politique. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, surtout à notre invitation. Notre plateau reste libre à revenir. C'est moi qui remercie. Par contre, je souhaiterais faire un mot de la fin quand même. Allez-y, vous avez quelques secondes. Dans mon mot de la fin, j'aimerais faire une adresse solennelle à nos compatriotes pour leur dire que le Congo est certes en difficulté aujourd'hui, mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir parce que nous pouvons nous organiser ensemble, chacun, de tous les horizons, de la société civile, des différentes classes politiques, pour pouvoir construire un nouveau projet pour le Congo. Et ce projet est un projet qui doit être orienté sur l'espoir. Pourquoi sur l'espoir? Sur l'espoir parce que nous avons les moyens de pouvoir nous donner le succès que nous méritons. Nous avons les moyens de pouvoir nous donner l'élan véritable dont le Congo a besoin pour son essor. Et cela devra se faire en composant avec toutes les intelligences congolaises. Donc, nous avons lancé un programme qui s'appelle Horizon Nouveau. Dans ce programme, qui est très ambitieux d'ailleurs, nous envisageons amener les Congolais dans une nouvelle vision qui est moderne et jeune. Dans cette vision, nous sommes consolidés. Je peux dire, les Congolais de tous les horizons, nous nous sommes consolidés ensemble pour pouvoir, au-delà des différents clivages, gauche, droite, centre, pour pouvoir concevoir un projet pour notre pays qui ne tienne pas compte des appartenances politiques classiques ou habituelles. Donc, je nous invite à garder l'espoir, je nous invite à y penser, à y réfléchir pour que nous puissions nous mettre ensemble et qu'ensemble, nous puissions construire un vrai projet qui puisse amener notre pays à son essor. Parce que je crois au Congo, je crois aux Congolais et je pense que nous avons la possibilité de rebondir, nous avons la possibilité de relever l'image de notre pays et nous avons la possibilité de faire des prouesses. Merci, Barkala. Pertinente. Moi, j'y crois. Eh ben, le peuple congolais vous a entendu et saura vous répondre en temps opportun. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez une fois de plus consacré votre temps aussi, nous vous disons un grand merci. On se retrouve très prochainement. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle.